Nouvelle session de l'information suspect de Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu le candidat mauritanien Sidi Ould Tah à la présidence de la Banque africaine de développement. Cette rencontre a également permis de consolider les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Plus de précisions dans ce journal. L'autorité de mise en consommation a été officiellement installée ce mardi à la CCI Bénin. C'était en présence de divers cadres. Vous suivrez dans cette édition les impressions du président des consommateurs. À la page inter, en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam renonce à la présidence du principal parti d'opposition, le PDCI-RDA. Il dénonce un harcèlement judiciaire, mais n'abandonne pas pour autant ses ambitions présidentielles. À nouveau, bonsoir. Le candidat à la présidence de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, a été reçu par le chef de l'État béninois. Le Mauritanien, accompagné d'une délégation de son pays, a foulé le sol béninois pour porter un message du président mauritanien à son homologue béninois. Au cœur des échanges, la candidature de la Mauritanie à la présidence de la BAD. Suivons. Je suis venu porteur d'un message de son frère, son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Et c'est un message qui concerne les relations excellentes déjà existantes entre le Bénin et la Mauritanie. Et la meilleure manière de continuer la consolidation et le développement de ces relations bilatérales. Ça d'une part. D'autre part, comme vous le savez très bien, le Bénin et la Mauritanie coordonnent depuis quelques temps sur un certain nombre de sujets. Et le dernier dossier qui a bénéficié d'une attention particulière de nos deux chefs d'État, c'était la semaine passée, le dossier de la candidature de la Mauritanie à la présidence de la Banque africaine de développement, en la personne de Dr Sidi Ould Tah, ici présent avec moi dans cette mission. Et donc, le président Patrice Talon a dépêché la semaine passée des envoyés spéciaux à Nouakchott, le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane et le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, M. Romiald Wadani. Tous les deux sont venus exprimer au nom du président Talon à son frère président Ghazouani l'appui du Bénin à la candidature de la Mauritanie à la BAD. Et depuis, on est sur une nouvelle logique. Ça a changé radicalement la donne. Aujourd'hui, la dynamique de la campagne a pris un nouveau départ et comme je l'ai dit tout à l'heure à son Excellence le Président Talon, c'est qu'on était sur une candidature de la Mauritanie. Aujourd'hui, on est sur une candidature conjointe de la Mauritanie et du Bénin. Les échanges étaient plus que fructueux et son Excellence nous a donné l'orientation nécessaire pour optimiser davantage sur ce qui a été fait, mais sur ce qui reste à faire encore au niveau de cette campagne. Donc je pense qu'on est sorti très rassuré de cette audience avec son Excellence le Président Patrice Talon. Un nouveau bébé nous est né dans le secteur de l'industrie et du commerce. Il s'agit de l'autorité de mise en consommation. Elle a pour mission de veiller sur tous les produits destinés à la consommation sur toute l'étendue du territoire national. Les membres ont été installés ce mardi au siège de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Suivons ici les impressions de Eman Metton, président de l'association Bénin Conso et droits des consommateurs. Nous avons activement participé à l'élaboration des tests qui régissent ce nouveau bébé dont vous parlez, mais ce nouveau bébé, ce n'est qu'en réalité que l'AMC, l'autorité de mise en consommation. C'est une structure qui vient de trouver le jour, dont les membres ont été installés. Cette structure a une mission particulière. Vous savez, avec la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur, il y a plusieurs structures qui agissent. Mais aujourd'hui, avec la mise en place de l'AMC, on a voulu mettre toutes ces structures-là ensemble pour travailler de manière efficace. D'où l'autorité de mise en consommation. Et cette autorité est appelée à tout faire pour que tout produit, avant d'être consommé sur le territoire béninois, doit passer par l'AMC. C'est pourquoi on dit autorité de mise en consommation.
Et le rôle principal, c'est de faire en sorte pour que les consommateurs ne retrouvent plus sur le marché béninois des produits impropres à la consommation, des produits falsifiés, des produits de sources douteuses, d'origine douteuse, que certains opérateurs indélicats, mal intentionnés mettent sur le marché pour créer des ennuis, des désagréments aux consommateurs. Elle a un rôle important à jouer et elle va davantage mettre l'accent sur beaucoup de choses parce qu'au niveau de cette autorité, il y a les différents ministères, les différents secteurs qui sont représentés. Il ne sera plus question d'aller à gauche, d'aller à droite pour faire ci ou pour faire ça ou pour demander une autorisation par rapport à un produit. Lorsque vous saisissez cette autorité, je pense que vous avez la possibilité d'avoir les réponses et non éparpiller vos énergies, aller à gauche et à droite. Les membres qui ont été installés aujourd'hui, bon, nous les connaissons, c'est des gens qui ont déjà acquis une certaine expérience, qui sont dans les ministères sectoriels, qui savent de quoi il est question. Ce qui est à demander, c'est de faire vraiment efficacement le travail pour sécuriser et protéger davantage le consommateur. Dans le reste de l'actualité, avec l'évolution rapide des technologies d'intelligence artificielle, les médias se trouvent à un tournant décisif. L'automatisation de la création de contenu, le traitement des données à une vitesse vertigineuse sont quelques-uns des aspects qui redéfinissent le paysage médiatique. Comment les journalistes appréhendent-ils cette évolution technologique qui envahit leur univers? Suivons-les. L'intelligence artificielle, c'est comme les réseaux sociaux qui sont venus faciliter un peu la tâche aux professionnels des médias. C'est vrai que cela contient beaucoup d'inconvénients. Il y a beaucoup de choses à voir et à revoir. Mais de toutes les façons, comme les réseaux sociaux sont venus rendre un peu la tâche facile aux professionnels des médias, de la même manière, l'intelligence artificielle est venue aider les journalistes à aller un peu plus vite. Nous avons un défi de temps désormais. Il faut aller un peu plus vite désormais. D'autres l'utilisent plus pour améliorer la qualité de ce qui est fait. D'autres l'utilisent pour ne pas du tout faire le travail, avoir un test tout fait. D'autres l'utilisent pour avoir des titres qui puissent être à la hauteur du test rédigé. Donc, il faut le dire, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée dans la presse. Bon nombre de presse, je le dirais ainsi, ne se résume qu'à une ou deux personnes et tout le reste est fait par l'ordinateur. C'est pas vrai. Il y aura toujours le journalisme. Quand les réseaux sociaux étaient arrivés, on avait prédit la mort du journalisme. On avait dit que le journalisme allait mourir. Mais le journalisme n'est pas mort aujourd'hui. Ça fait plus d'une dizaine d'années que les réseaux sociaux nous ont envahis. Mais le journalisme tient toujours debout. Alors qu'au début de l'avènement des réseaux sociaux, on avait prédit la mort du journalisme. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer les hommes. Lorsque, par exemple, vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire les montages audio ou vidéo, c'est pour que vous alliez vite que par le passé. L'intelligence artificielle n'ira pas s'asseoir pour présenter une édition du journal parlé dans les règles de l'art. L'intelligence artificielle ne fera pas les analyses comme un homme peut le faire. L'intelligence artificielle ne va pas écrire les papiers comme un homme peut le faire. L'intelligence artificielle, par contre, peut nous aider à vite aller. Et donc, si on pense que l'intelligence artificielle va remplacer les journalistes dans les années à venir, je pense que non. Et ce ne serait pas le cas. Si les réseaux sociaux n'ont pas remplacé les médias traditionnels, l'intelligence artificielle ne remplacera pas les journalistes. Si c'était le cas, je crois que l'informatique, avec son avènement, aurait déjà fini avec ce métier. Mais jusque-là, on continue. Quand je vous donne l'exemple typique de la presse écrite, qui est passée à la radio, de la radio à la télé. Aujourd'hui, l'Internet est là avec les presses en ligne. Mais ça n'a jamais cessé, ça n'a jamais empêché les gens de continuer à espérer. Donc moi, je pense que l'IA va, un peu comme le dirait l'autre, bousculer les choses, forcer le journaliste à plus travailler, à plus donner plus d'émotion dans ses papiers, à plus se donner, s'engager. Mais ce ne sera pas pour autant que l'IA mettra en péril cet organe-là. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on ne peut pas parler de narration, on ne peut pas parler d'émotion, on ne peut pas parler de nuances. Il ne vous résumera, il ne vous générera qu'un test à partir de ce que vous lui donnerez. Mais celui qui est allé sur le terrain et qui a vu les larmes,
il aura sa façon de le dire. Celui qui est allé sur le terrain a vu des personnes pleurer, il y aura une émotion qui va traduire que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire. C'est comme le couteau, autant ça nous aide à préparer, autant ça peut nous blesser. L'IA, autant ça peut nous faciliter la tâche, autant ça peut nous rendre, je dirais, esclaves. Et quand on devient esclave de la technologie, on met déjà un frein à son évolution. Donc si le journaliste veut progresser, profiter pleinement et à bon escient de l'intelligence artificielle, il faut de l'intelligence humaine à côté. Il ne faut pas du tout faire excès de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas compter à 100% sur l'intelligence artificielle quand vous êtes journaliste. C'est-à-dire, vous commandez un service à l'intelligence artificielle et vous utilisez directement les fruits pour vos productions journalistiques. Vous allez vous tromper et vous allez vous faire avoir. C'est là les pièges. Vous allez tomber dans les pièges. Donc, il faut toujours revoir le travail de l'intelligence artificielle avant toute diffusion, avant toute production. Il faut toujours que l'intelligence humaine revoie le travail de l'intelligence artificielle parce que les deux doivent toujours aller de pair. Il n'y a pas une qui soit au-dessus de l'autre, non. Place à présent aux informations en Afrique et dans le reste du monde. En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam a annoncé démissionner de la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principale formation d'opposition, tout en assurant vouloir continuer de mener la bataille pour la présidentielle d'octobre dont il est exclu depuis sa radiation de la liste électorale. Le reportage. L'opposant ivoirien Tidjane Thiam a annoncé lundi sa démission de son poste de président du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dénonçant un harcèlement judiciaire. Il a tout de même assuré vouloir continuer la bataille pour la présidentielle d'octobre, dont il est pour l'instant exclu après avoir été radié de la liste électorale. Cette démission intervient alors qu'un procès en cours conteste sa légitimité à la tête du parti en raison d'une remise en cause de sa nationalité ivoirienne. Une militante du PDCI estime qu'il ne pouvait être élu en 2023 car il détenait alors également la nationalité française, ce qui a conduit la justice à le déclarer inéligible. Depuis la France où il se trouve actuellement, Tidjane Thiam a désigné un président par intérim, Ernest Nkoumou Mobio, pour assurer la transition. Le PDCI s'est réuni ce lundi à Abidjan avec pour objectif de stabiliser le parti à moins de 6 mois d'une présidentielle où les grandes figures de l'opposition, dont Thiam et Gbagbo, sont actuellement hors course. Dans un rapport publié ce lundi, l'ONG Human Rights Watch accuse l'armée burkinabé d'avoir dirigé et participé au massacre de moins de 100 civils Peuls en mars 2025, près de Solenzo, dans l'ouest du pays. Les faits se seraient déroulés lors de l'opération Tourbillon V2, menée avec l'appui des volontaires pour la défense de la patrie suivant. Le Burkina Faso plongé dans une spirale de violence. Ce sont les conclusions d'un nouveau rapport publié lundi par Human Rights Watch. Selon l'ONG, au moins 100 civils ont été tués en mars près de Solenzo lors d'une attaque attribuée aux forces spéciales burkinabées et aux volontaires pour la défense de la patrie, une milice pro-gouvernementale. Les victimes, toutes issues de la communauté Peul, auraient été prises pour cible par cette milice que le gouvernement accuse régulièrement de soutenir des groupes islamistes. Les attaques qui se sont déroulées entre le 27 février et le 2 avril auraient poussé des centaines de civils à fuir vers le Mali voisin. Après le retrait des troupes gouvernementales, des représailles auraient été menées par des groupes djihadistes, tuant des dizaines de civils accusés de collaborer avec l'armée. Le Burkina Faso, dirigé par une junte militaire depuis 2022, a perdu le contrôle de plus de 60% de son territoire. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État finlandais au Kenya. Alexander Stubb a effectué une visite d'État au Kenya sur invitation de son homologue William Ruto. Elle intervient dans un contexte de célébration des 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Le reportage. Le président finlandais Alexander Stubb est en visite d'État de 3 jours au Kenya, une première historique pour un chef d'État finlandais. Lundi, les deux pays ont signé 2 accords, l'un sur les consultations politiques, l'autre sur la médiation de la paix et la résolution des conflits. Pour Alexander Stubb, le Kenya est un partenaire clé en matière de paix sur la scène internationale.
Le Kenya est un fervent défenseur du multilatéralisme, un promoteur de la paix et de la sécurité régionale, mais aussi un pays qui fait entendre sa voix au niveau mondial, qu'il s'agisse de la guerre d'agression de la Russie en Ukraine ou des tensions au Moyen-Orient. Le Kenya a toujours été un pilier de la paix. C'est pourquoi je me réjouis particulièrement de la signature du protocole d'accord sur la médiation. À l'issue de leur rencontre, Alexander Stubb et son homologue kényan William Ruto ont également réaffirmé leur volonté commune de renforcer leur partenariat, notamment à travers l'accord économique entre le Kenya et l'Union européenne en vigueur depuis juillet 2024. Alors que nous célébrons 60 ans de relations diplomatiques, nous célébrons également la croissance d'une relation enracinée dans des valeurs démocratiques partagées et un engagement commun en faveur d'un monde juste, prospère et durable. L'expertise de la Finlande en matière d'éducation, de technologie, d'énergie renouvelable et d'action climatique correspond étroitement aux priorités de développement du Kenya. En 2023, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint près de 99 millions de dollars, dont plus de 85 millions d'exportations finlandaises. La visite d'État du président Stubb, accompagnée d'une délégation d'entreprises finlandaises, vise à corriger ce déséquilibre. Le taux monte à nouveau entre les deux rives de la Méditerranée. Les autorités algériennes ont convoqué le dimanche dernier le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger pour lui notifier de nouvelles expulsions de fonctionnaires français du territoire algérien. Paris a d'ores et déjà promis une réponse ferme face à une décision incompréhensible. Le reportage. La crise diplomatique entre la France et l'Algérie s'intensifie. Alger a de nouveau expulsé une quinzaine de fonctionnaires français déployés temporairement sur son territoire, selon des sources diplomatiques. Cette décision intervient un mois après l'expulsion de 12 autres fonctionnaires français en réponse à l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien. L'Algérie affirme que ces nouveaux agents en mission de renfort temporaire n'avaient pas respecté les procédures diplomatiques et exige leur départ immédiat. L'agence de presse officielle algérienne a, elle, évoqué des fonctionnaires déployés sans notification officielle ni demande d'accréditation préalable, comme l'exige le protocole. Paris a confirmé ces expulsions sans en préciser le nombre exact, mais conteste la justification avancée par Alger. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dénoncé une décision injustifiée et injustifiable et promis une réponse immédiate, ferme et proportionnée. Une cinquantaine d'Afrikaners, des descendants des premiers colons européens en Afrique du Sud qui se disent persécutés, ont été accueillis ce lundi aux États-Unis en tant que réfugiés. Une initiative vigoureusement contestée par Pretoria. C'est après moi. Cérémonie symbolique dans un hangar de l'aéroport de Dallas aux États-Unis. L'accueil lundi par les autorités américaines de 49 Sud-Africains blancs bénéficiaires d'un statut de réfugiés. Pour l'administration Trump, ces hommes, femmes et enfants ont été persécutés en Afrique du Sud en raison de la couleur de leur peau. Grâce à ce programme de réinstallation pour ces personnes qui ont été contrôlées en Afrique du Sud, nous envoyons un message clair selon lequel les États-Unis rejettent réellement la persécution flagrante de personnes sur la base de la race en Afrique du Sud. Nous souhaitons la bienvenue à ces personnes aux États-Unis et leur souhaitons un nouvel avenir. Le président américain a déclaré lundi qu'il admettait ces Afrikaners en tant que réfugiés en raison du génocide en cours contre leur communauté en Afrique du Sud, ce que conteste le gouvernement sud-africain. Il n'est pas surprenant malheureusement qu'un pays d'où viennent les réfugiés ne reconnaisse pas qu'ils ont ce statut. Et malheureusement, vous savez que le gouvernement sud-africain n'a pas fait ce que nous estimons approprié pour garantir les droits de ses citoyens à vivre en paix avec leurs concitoyens sud-africains. C'est pourquoi, en vertu de notre droit interne, ils se sont vus accorder le statut de réfugiés. Les Afrikaners constituent le plus grand groupe de Blancs d'Afrique du Sud. Ils ont dirigé le pays pendant un demi-siècle sous le régime d'apartheid. Eh bien voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité renouvelée.
Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.